Sylvain Venère, vous êtes professeur à Grenoble et vous vous intéressez, alors on pourrait dire de manière plus intellectuelle, à cette démarche qui est celle de l'exploration. Il y a votre livre, redites-moi le titre de votre livre qui est en bas. Il faut prendre un micro. Écrire le voyage. Écrire le voyage. Alors après tout ce que vous avez entendu et dans votre livre, en fait, vous faites remarquer quoi ? Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre en tant qu'historien, spécialiste d'histoire contemporaine, mais aussi du voyage ? Qu'est-ce que vous voulez faire sortir comme trait caractéristique ? Je pense que la représentation de l'espace et du temps, c'est aussi des choses qui vous interpellent dans votre démarche pour comprendre. Oui. Il y a plusieurs livres, en fait. Donc, l'idée, ce serait plutôt de montrer que l'expérience... Parlez bien dans le micro pour qu'on vous entende bien. Pardon. Que l'expérience du voyage, c'est une expérience qui varie énormément avec le temps, évidemment. Alors, en fonction, on en a pas mal parlé là ce matin, en fonction des modes de locomotion, c'est une évidence. En fonction de ce qu'on a appelé tout à l'heure les structures mentales des individus, ceux qui voyagent, mais aussi d'une certaine façon les autres, ceux que les voyageurs rencontrent. Mais ça dépend aussi, si on veut la comprendre comme historien, ça dépend aussi des codes sociaux, qui peuvent être des codes moraux, des codes religieux, des codes politiques, et aussi en grande partie des codes esthétiques et littéraires qui permettent de restituer l'expérience du voyage. Et on ne va pas parler de la même façon de ces voyages au XVIIe siècle et aujourd'hui, alors même que certains voyages peuvent être finalement les mêmes. Il y a des gens qui, du XVIIe siècle aujourd'hui, voyagent à pied, voyagent à cheval, voyagent encore aujourd'hui en bateau à voile, sur des itinéraires qui sont parfois les mêmes, mais tout change d'une certaine façon en fonction de ces codes. Vous voulez que je conserve la parole ? Bon, alors je pourrais parler de beaucoup de choses. Ce qui me paraît intéressant ce matin, c'est une question que je me posais en écoutant les intervenants, qui concernait essentiellement le rapport du voyage à la science et le rapport du voyage à la technique, ce qui n'est finalement qu'un des aspects du voyage. Monsieur le maire tout à l'heure parlait de la peur que ressentaient certains des voyageurs, parce que vous en avez tous un peu parlé, mais cette peur, on peut la trouver dans beaucoup d'autres voyages qui n'ont pas laissé de traces. Il y a un genre de voyageurs, par exemple, qui est passé complètement inaperçu dans l'histoire, alors qu'ils ont accompli des voyages incroyables, c'était les équipages des baleiniers. Et avant le Moby Dick de Melville, au milieu du XIXe siècle, ce sont des expériences qui ne laissent pas de traces. Or, il y a ce moment célèbre, peut-être vous le revoyez dans Moby Dick, où Starbuck, donc le second d'Achab, demande à Queequeg s'il a peur de la baleine. Et Queequeg lui répond « Ah oui, moi peur ». Et Starbuck lui dit « Alors tu seras le harponneur de ma baleinière ». Et Ismaël, qui est le narrateur, dit « Mais pourquoi est-ce que Starbuck veut prendre des hommes qui ont peur dans sa baleinière ?» Et à ce moment-là, il y a un autre des hommes, je ne sais plus si c'est Stubb ou Flask, qui lui dit « Mais parce que seul l'homme qui a peur pourra, au moment du danger, prendre les mesures qui permettront de sauver la vie de l'équipage. » Tout ça, ça n'apparaît pas. Ces hommes-là, ces baleiniers et beaucoup d'autres ne laissent pas de traces. Les savants en laissent, parce que d'une certaine façon, c'est leur rôle. Les voyages d'exploration qui se définissent comme des voyages savants, et vous savez qu'avant le XIXe siècle, on ne parle pas d'explorateur, on ne parle pas d'exploration. Un explorateur, jusqu'au début du XIXe siècle, c'est un éclaireur militaire. Ça ne devient la définition même du voyageur savant que dans le courant du XIXe siècle. Alors ces gens-là, eux, ils sont là, ils voyagent pour laisser des traces. Et une des questions qu'on peut se poser ce matin, je pense, et puis hier soir aussi,
si j'ai bien compris, c'est est-ce que ces voyages agrandissent le monde, comme vous dites que Louis XVI l'a dit, ou est-ce qu'ils le rétrécissent, comme par exemple Louis XIV l'a dit. On connaît la célèbre formule de Louis XIV quand on lui présente la carte des frères Cassini, là, la carte du royaume de France, construite d'après le nouveau procédé de triangulation. Et Louis XIV dit bravo, avec tous vos travaux, vous m'avez fait perdre un tiers de mon royaume. Et il y a toujours cette idée que les cartes, par rapport à la réalité du monde, posent un problème. Est-ce qu'ils l'agrandissent parce que ça fait rêver? Est-ce qu'ils le rétrécissent? Parce que finalement, ils le mettent à la mesure d'une petite table. Que le monde est grand à la clarté des lampes, aux yeux du souvenir que le monde est petit. Vous connaissez Baudelaire. Alors, si on balaye un petit peu tout ça, là, rapidement, sur 4 ou 5 siècles, et sans remonter jusqu'à Éric le Rouge, ou comme disait Lucien Febvre, au premier homme qui est sorti de sa caverne et qui a prouvé l'humanité précisément par le fait qu'il est parti, il faut admettre qu'il se passe quelque chose en France et en Angleterre au XVIIe siècle, avec la création de l'Académie des sciences, par exemple, en France, et cette idée qui est inspirée notamment par les travaux de Bacon, que la connaissance s'acquiert par le voyage, que le voyage est le mode fondamental de la connaissance. C'est ce qui va faire toute la gloire des voyages savants du XVIIe et du XVIIIe siècle, jusqu'à ces grands hommes des Lumières que sont Cook, Bougainville et La Pérouse, mais aussi évidemment la gloire des explorateurs au XIXe siècle. Si on reste dans cette logique des cartes, ce qu'on peut montrer, c'est que ce qui manifeste cette alliance nouvelle du voyage et de la science, c'est l'invention du blanc sur les cartes. Jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, ça dérange pas les cartographes, quand ils représentent un espace qu'ils ne connaissent pas, de le peupler d'animaux, de personnages, de montagnes, de petits villages, alors qu'ils n'ont aucune connaissance de l'espace qui est représenté. À partir du milieu du XIXe siècle, on voit apparaître au contraire cette idée que quand on ne connaît pas, on met du blanc. Et ce blanc a une double signification. Il signifie d'abord très très clairement qu'on ne connaît pas, mais dans une logique qui est une logique, qu'on pourrait dire une logique socratique, en réalité, cette logique qui fait que le savoir est d'abord désir de savoir. Ce que signifie le blanc sur les cartes, c'est que ce blanc doit disparaître. Et à partir du milieu du XVIIIe siècle, on a de cette façon-là une volonté qui est présente, qui est manifeste, qui anime les voyageurs des Lumières, qui anime les explorateurs de faire disparaître le blanc de la carte. On a de multiples témoignages tout au long. Le plus célèbre, c'est probablement le témoignage que laisse Joseph Conrad quand il dit que c'était en 1868 et qu'il voit le blanc au cœur de l'Afrique et qu'il dit « quand je serai grand, j'irai là ». Mais cette idée est d'emblée profondément nostalgique, puisque le blanc de la carte, c'est ce qui doit disparaître. On peut dire aussi, puisqu'il y a eu 2 ou 3 moments où la question s'est posée dans la conversation, on peut aussi se demander si ça n'est pas d'emblée une légitimation de l'appropriation à venir. Puisque finalement, quand vous dessinez sur une carte des petits bonshommes, même si vous ne connaissez pas le territoire que vous êtes en train de décider, même si vous n'avez aucune information dessus, eh bien, vous manifestez le fait que ce territoire, finalement, il appartient à quelqu'un, il y a des gens sur place. Quand le territoire est purement blanc, il peut faire l'objet d'une appropriation. Il devient ce que des juristes appellent terra nullius, et c'est un lieu du monde qui est susceptible de faire l'objet d'une appropriation. On a parlé de Chateaubriand tout à l'heure. Vous avez peut-être en tête ce qui est le dernier chapitre des Mémoires d'Outre-Tombe, qui est en fait un résumé des changements intervenus dans la géographie du monde pendant le cours de la vie de Chateaubriand. Et Chateaubriand, d'une certaine façon, exprime cette idée romantique qui va courir ensuite tout le long des 19e et 20e siècles, que le monde vaste, c'est fini. Que, comme il le dit à l'époque, on peut attendre d'un jour à l'autre que le major Laing revienne de Tombouctou avec des informations sur Tombouctou. Donc, quand Chateaubriand écrit ça, il ne veut pas savoir que Laing ne reviendra pas de Tombouctou.
il y a cette idée-là qui est extrêmement présente. Et tout le mouvement dont on a parlé ce matin, c'est un mouvement d'élucidation du monde et en même temps de disparition de l'inconnu géographique. Alors on va essayer l'inconnu va se réfugier à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, dans les pôles, et ce sera le dernier moment de ces blancs sur les cartes. Puis il va se réfugier dans les terres qui ne peuvent être accessibles que par l'avion. Il y a un passage de Saint-Exupéry, par exemple, qui est très intéressant, où en fait, il se pose en avion sur un plateau dans le désert, je ne sais pas exactement où, dans le Sahara, et il constate que ce plateau est pratiquement inaccessible par les routes. Et il dit, là, je suis en train, probablement, d'être un explorateur, puisque je foule, il descend de son avion, je foule un sol qui n'a jamais été foulé par un autre homme. Et ça lui inspire toute une réflexion extrêmement nostalgique en disant que l'exploration, dit-il, n'offrait qu'une heure de ferveur. Et c'est nous qui l'avons vécu. C'est-à-dire entre le moment où on pense que le monde va être complètement connu et le moment où on pense qu'il l'est, il y a eu finalement très peu de décennies. Ce sont en gros les décennies qui séparent Stanley de Saint-Exupéry. Ce qui ne veut pas dire que le monde est complètement connu, et on continuera à imaginer d'autres lieux où s'est réfugié l'inconnu. Aujourd'hui, ce serait le fond des océans et évidemment l'espace. Alors, dans ce grand mouvement, et je finirai là-dessus, dans ce grand mouvement, qu'est-ce qu'il en est de la technique ? En quoi est-ce que la technique participe de cette histoire ? En quoi est-ce qu'elle est un élément de cette histoire qui fait rêver ? Et en quoi elle est aussi un élément de cette histoire problématique ? Pour beaucoup de ces voyageurs et de ces auteurs, en particulier donc dans la période qui suit le moment romantique, tout le XIXe et le XXe siècle, la technique est un problème. C'est elle qui est en train de rétrécir le monde sous prétexte de l'agrandir. Et ce que montre Saint-Exupéry, par exemple, dans Terre des Hommes, c'est que quand l'aventure survient, elle survient par la vacance de la technique. C'est la panne qui crée l'aventure. D'autres iront plus loin et la refusent délibérément. C'est tout de même ce qui fonde au XXe siècle la mode, et plus que la mode d'ailleurs, la pratique des tours du monde à la voile. Le fait de refuser d'utiliser les techniques de la navigation à vapeur, puis de la navigation électrique, pour essayer de retrouver par la voile les émotions, les sensations des anciens temps, au prix d'un énorme malentendu, puisque les anciens temps, précisément, ne recherchaient pas ces sensations et ces émotions. On essayait plutôt de réduire les risques liés à la navigation à voile. Mais c'est ça qui se passe au XXe siècle. Pour aboutir à, il y a eu une question dans la salle tout à l'heure qui portait sur cet objet, et c'est un objet problématique aujourd'hui, c'est un objet très intéressant, pour aboutir au malentendu qui entoure le GPS. Est-ce que le GPS est le moyen de voyage plus intéressant parce que précisément ils vont être plus sûrs, ou est-ce que le GPS est au contraire un élément de plus qui supprime l'aventure du monde ? Il n'y a pas de réponse à cette question, évidemment, hein, mais c'est un dilemme dans lequel sont pris aujourd'hui une grande partie de ceux qui effectuent des voyages lointains et dangereux, et peut-être plus encore la totalité de ceux qui lisent les récits de ces voyages, puisque la question se pose. Je finis sur cette affaire de technique et de façon générale sur l'intervention, en abordant un point qui me paraît très important et qui était remarquablement bien montré dans ce que vous avez dit sur les croisières noires et les croisières jaunes. C'est que qu'est-ce qui reste aujourd'hui ? Cette alliance de la technique et du voyage qui était au cœur de l'entreprise Citroën, des croisières. Il ne nous en reste pas tellement les autochenilles, finalement. Mais il en reste toutes les images qui ont été rapportées par les participants de ces croisières, et en particulier les images photographiques.
Et il me semble que si on se demande ce que la technique a pu avoir comme conséquence dans le processus d'agrandissement ou de rétrécissement du monde, il est évident que sur cette grande période des explorations, cette heure de ferveur dont parlait Saint-Exupéry, elle a produit, la technique, un nombre considérable d'images sur un monde qui a aujourd'hui radicalement disparu et dont les hommes qui ont pris ces images à cette époque avaient parfaitement conscience qu'il allait disparaître, puisque les images des croisières, les photographies des croisières, on doit les lier aux photographies et aux films que demande à la même époque le banquier mécène Albert Kahn quand il fonde les archives de la planète, avec cette idée qu'il faut absolument enregistrer les images du monde parce que, à très brève échéance, le monde dans lequel il vit, monde immense de son point de vue, est en train de rétrécir au point de disparaître. Merci beaucoup de ce nouvel éclairage.